part très honoré et très heureux d'accueillir deux panélistes. Donc, il y a d'abord Monsieur Papé Sagna Mbaye. Vous êtes membre du Parlement sénégalais et président du comité du développement durable et de la transition écologique. Nous avons également Monsieur Stéphane Haller, qui est le fondateur et président de l'organisation Reforest Action, dont il pourra nous dire un peu plus tout à l'heure. Quant à moi, je suis Thibaut Veita, je viens du secteur de l'énergie durable et je travaille depuis quelques années sur le changement climatique. Je suis basé en Allemagne, à Bonn, et les forêts sont, de manière assez évidente, un point absolument stratégique dans les travaux que je mène avec différents États et dans les préoccupations de ces États et de mes partenaires. Donc, on parle beaucoup des forêts aujourd'hui, et je pense que c'est le fait qu'on ait cette conférence et qu'il y ait cette participation le montre bien. C'est un sujet qui gagne en importance. Et on comprend que les forêts sont des outils essentiels dans la lutte contre le changement climatique, en matière d'atténuation d'abord, mais aussi en matière d'adaptation. Elles ont un rôle clé à jouer, et que peut-être de manière encore plus importante, les forêts sont des systèmes qui nous permettent de préserver la biodiversité, qui est si importante pour la survie de notre civilisation. Donc, comme vous pouvez peut-être le comprendre, je ne suis pas un expert moi-même des forêts, et vu l'heure et vu mon manque de connaissances sur le sujet, je ne vais pas m'appesantir sur cette déjà trop longue conclusion, et je vais directement passer aux questions que je vais poser aux panélistes. Donc, je vais vous demander de répondre assez rapidement, puisque malheureusement, on est pris par le temps et qu'on voudrait avoir un peu de marge pour pouvoir échanger avec les participants. Et je vais commencer par vous, monsieur Mbaye, si vous le voulez bien, en vous demandant au Sénégal, ou plus généralement dans la région, dans l'Afrique de l'Ouest subsaharienne, quels sont d'après vous les principaux impacts de la déforestation? Je vous remercie tout le monde et de m'avoir invité en tant que président de la commission environnement, développement durable de l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est un plaisir. Je vous dirais que depuis des années, plusieurs dénonciations se sont faites. Ce sont de plus en plus sur la déforestation, notamment avec le pillage du bois dans la partie sud de mon pays, le Sénégal. Ces agressions auxquelles sont exposées nos seules réserves forestières, ce sont plus que là résolues et continuent de prendre des proportions inquiétantes. Cela est d'autant plus dommage que le Sénégal en souffre sur le plan de l'environnement après plusieurs décennies de travail intense pour la conservation et l'amélioration de la diversité biologique. Nous en avons pu preuve la récente vidéo de M. Ali Haïdar, qui a été ancien ministre de l'Environnement et du Développement durable, sur la manière dont le trafic de bois de veine est orchestré avec la complicité d'acteurs tapis dans l'ombre, et surtout l'affaire Boffa Bayotte à Ziguinchor, où il y a eu 15 personnes qui ont été tuées par des trafiquants alors qu'ils n'étaient partis que pour chercher du bois de chauffe. Ces trafiquants de bois provenant d'arbres en voie d'extinction appartient à un réseau de trafic international à grande échelle. Il s'adonne à une exportation illicite à partir de la Gambie vers l'étranger, en particulier la Chine, faisant de ce pays le deuxième exportateur de bois de veine à travers le monde. Comment peuvent rester impunies ces pratiques fâcheuses pour notre environnement dans un contexte où il est unanimement admis que les forêts restent nos seuls espoirs pour la lutte contre les changements climatiques? Car les forêts jouent un rôle primordial dans la vie des populations et la dynamique des paysages. Elles participent inéluctablement au maintien des processus écologiques. En effet, la déforestation est le phénomène de réduction des surfaces de forêt,
on parle de déforestation lorsque les surfaces de forêt sont définitivement perdues, ou au moins perdues sur le long terme, au profit d'autres usages comme l'agriculture, l'urbanisation et les activités minières. Merci pour ce témoignage de la déforestation illégale qui est assez inquiétant, effectivement, et qui, je pense, nous résume bien un des défis auxquels le Sénégal doit faire face. Je me demande, Stéphane, si vous avez des réactions là-dessus, ou si plus généralement, vous voulez développer sur, certainement d'un point de vue plus global, sur les impacts de la déforestation. Oui, merci Thibaut. Donc, je suis Stéphane Allaire, je suis le fondateur de Reforest Action, qui est une entreprise de reforestation et de sensibilisation du public sur les enjeux de la forêt dans le monde. Et ce que dit Monsieur Mbaye me touche particulièrement parce que j'ai créé Reforest Action suite à un voyage au Sénégal où j'ai pu découvrir ce que c'est que la reforestation, l'agroforesterie en Haute-Casamance et notamment avec un projet que l'on mène depuis maintenant plus de 10 ans dans le Siné Saloum. Et un projet agroforestier dans une région de production d'arachides. Et c'est vrai que la déforestation a de multiples causes au Sénégal et partout dans le monde. Et pour bien comprendre, je crois, le contexte qu'évoque M. Mbaye, je trouverais utile qu'on revienne un tout petit peu sur les grands enjeux de la forêt mondiale et voir comment ça s'articule dans les régions. Et en quelques mots, la forêt, c'est 30% des terres émergées. Donc, c'est une surface considérable, mais qui se réduit au rythme de 10 millions d'hectares tous les ans qui sont déforestés, essentiellement dans les zones intertropicales, bien qu'il y ait 5 millions d'hectares, donc la moitié, qui soient reforestés tous les ans également, mais essentiellement dans les zones tempérées. Et la moitié de cette reforestation est faite à travers des plantations monospécifiques, c'est-à-dire une seule essence d'arbre, et l'autre moitié, c'est de la restauration d'écosystèmes dégradés. Les causes de la déforestation, elles sont multiples, et c'est une des grandes difficultés d'ailleurs, c'est que pour adresser la déforestation, il faut être sur énormément de fronts à la fois. Il y a l'agriculture, et M. Mbaye l'a très bien dit, il y a une lutte dans l'usage des sols, et c'est vrai qu'on a tendance, dans bien des régions, à déforester pour libérer des terres pour l'agriculture. Il y a la coupe de bois illégale, il y a l'accès au bois énergie, et toutes ces causes-là, en fait, et puis il y a l'urbanisation également, mais ces causes-là entraînent toujours les mêmes conséquences, à savoir une perte de forêt avec un impact direct sur le changement climatique, puisque M. Mbaye l'a rappelé aussi, les forêts sont au cœur de l'enjeu du climat, puisque c'est le premier puits de carbone terrestre au monde. Et c'est la seule technologie, en quelque sorte, que l'on ait à notre disposition, sur laquelle on a moyen d'agir, parce qu'il y a les océans qui stockent beaucoup de carbone, mais on ne sait pas augmenter la capacité des océans à stocker du carbone, alors que les forêts, qui est le deuxième puits de carbone après les océans, là, on sait intervenir. On sait intervenir en plantant des arbres, en restaurant, en protégeant des forêts. Et sur l'aspect social, il y a un énorme enjeu parce que, comme on vient de l'entendre, et c'est assez troublant, je trouve, c'est que quand on parle de déforestation, on parle d'un climat social extrêmement difficile, où des gens meurent pour protéger les forêts, mais aussi quand vous avez dans les zones rurales des pays en voie de développement, l'ensemble des continents, vous avez 20% environ des personnes dans ces zones rurales qui dépendent de la forêt pour vivre et pour survivre, que ce soit pour l'alimentation ou pour le bois énergie. Le bois reste la première source d'énergie mondiale dans bien des régions. Et donc, quand vous avez des personnes qui vont aller prélever du bois et qui se font tuer par des braconniers qui font de la déforestation illégale, on est dans une catastrophe environnementale et sociale. La déforestation, c'est une problématique climatique, de biodiversité, mais aussi sociale. Merci. Donc, ce sont des témoignages très intéressants et particulièrement graves.
Quels sont les moyens, d'après vous, pour lutter contre cette déforestation? Comment est-ce qu'on peut mettre en place des politiques non seulement de reforestation, mais aussi de manière à limiter les déforestations, en particulier ces déforestations sauvages et complètement illégales? Monsieur Mbaye. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de notre panéliste Stéphane. Et je vois que c'est très riche pour moi parce que j'ai en face de moi un spécialiste. Alors que moi, j'ai pris du temps pour préparer tout ça. Et là, je suis en train d'avoir des enseignements hors série. Donc, si je reviens aux facteurs naturels, avec la disparition de certaines espèces d'arbres, surtout l'acacia, noloticia, le ralentissement de la croissance des arbres tels que l'acacia albida, la disparition des forêts de mangroves avec la salinisation des terres, mais le facteur humain dans la déforestation, surtout l'exploitation forestière. Au niveau du Sénégal, il existe des quotas pour des populations de charbon de bois, pour des productions de charbon de bois dans les forêts aménagées, imposées par le gouvernement depuis 2009. Cette exploitation de produits forestiers non ligneux entraîne également la déforestation et la dégradation des forêts. Il y a les défrichements agricoles et aussi il y a les feux de brousse qui touchent annuellement des zones relativement importantes du pays. Selon le rapport CSE du suivi des feux de brousse, en 2018 et 2019, le cumul des superficies brûlées s'élève à 488 561 hectares contre 535 543 hectares pour l'année précédente. Vous m'entendez? Donc, on est tous frappés par ces chiffres. Aujourd'hui, certes, il y a une baisse relative de 16%, et puis il y a la coupe illégale de bois. L'exploitation illégale de bois au Sénégal, notamment en Casamance, entraîne une déforestation sans précédent. Les trafiquants de bois les font passer à travers la Gambie et les expédient vers la Chine. Alors, aujourd'hui, comme solution, imaginez-vous, comme il a dit Stéphane, le bois énergie, qui est plus ou moins une source de vie pour ces populations en Basse-Casamance. Ces populations ne vont pas déforester pour le faire, pour le trafic. Ils veulent du bois de chauffe. Ils ne peuvent pas cuisiner, ils ne peuvent pas se réchauffer, ils ne peuvent même pas faire bouillir de l'eau parce qu'ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas comment dirais-je, d'autres ustensiles comme en ville. Alors donc, moi je pensais que si, dans le domaine de l'assainissement, si on utilise un assainissement individuel et pas collectif, avec la collecte de la boue de vidange, pourquoi ne pas faire des micro-entreprises qui vont plus ou moins prendre ces bouts de vidange, vont les transformer en des briques, et ces briques pourront servir demain de pouvoir cuisiner, parce que ce qui les intéresse, c'est cuisiner. Ils ne déforestent pas pour déforester. Ils passent le lundi 1er janvier, ils coupent des branches et ils reviennent le 15 janvier pour ramasser parce que ça va sécher. Alors donc, ces gens-là, si on essaie de pallier aujourd'hui ces insuffisances de bois d'énergie par l'exploitation du bout de vache, par exemple, je vois Bill Gates, il a mis 60 milliards de francs CFA pour développer au Sénégal l'assainissement individuel, mais j'ai dit que on n'est pas allé au bout de la logique parce que l'assainissement individuel, oui, ça règle un problème, mais on pourrait revaloriser ces déchets et être beaucoup plus ingénieux d'avoir une réflexion participative et dans des actions collectives. À partir de ce moment-là, nous pourrions faire des briques qui pourront être utilisées, comme dans le cas des barbecues, pour pouvoir leur permettre à ces populations qui vivent aujourd'hui de manière autochtone
à pouvoir chauffer, la chose qui leur permettra de manger et de continuer à subsister. Merci. Une solution très locale, très concrète. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Avant de passer la parole à Stéphane, je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont, que les participants ici sont en train de poser dans la discussion. Continuez, n'hésitez pas. On va les traiter quand on aura terminé la discussion, c'est-à-dire très bientôt d'ailleurs, parce que je vois que l'heure tourne. Et voilà, on ira, on les traitera une par une quand on aura avancé sur ces questions. Stéphane, quelle solution? Est-ce que vous partagez est-ce que vous avez connu un peu cette expérience que vient de nous présenter M. Mbey? Est-ce que vous connaissez d'autres solutions? Est-ce que vous avez des exemples de politiques dans d'autres pays qui fonctionnent? Oui, oui, bien sûr. Je voudrais dire à titre d'illustration, M. Mbaye a parlé de la salinisation des sols à cause de la déforestation notamment. Moi, il y a une chose qui m'a frappé au Sénégal quand j'y suis allé pour la première fois, c'est que quand on prend la route depuis Dakar et qu'on va vers le Ciné Saloum, et on traverse des régions, on arrive dans un delta et dans cette région qui ont été déforestées, les sols sont blancs. Ils sont blancs de sel. Et parce que le sel est remonté à la surface et on a des sols complètement arides. Or, dans certaines zones, des acacias ont été replantés. Et vous voyez, sur ces sols très pauvres, les acacias ont une capacité incroyable à pousser et recréent sous leur feuillage, rapportent de l'humus, ramènent de l'humus et on voit de la végétation qui reprend. Et je voudrais juste, parce qu'on parle d'événements très anxiogènes, mais il n'y a pas d'irréversibilité dans l'histoire. Ça prend juste beaucoup de temps, mais quand on est sur de la reforestation, on arrive à recréer des écosystèmes naturels grâce à l'ingénierie de l'arbre. Il faut laisser faire la nature, il faut simplement lui en donner les moyens. Donc ça, je voulais juste rappeler ça parce que quand on parle de déforestation, il y a un grand nombre de causes. Il y a effectivement, le bois énergie est une des causes de déforestation dans le monde, hein. L'extension de l'agriculture, je voyais, il y avait une question sur le fait enfin, quelles sont les principales causes de la déforestation. L'agriculture dans le monde, selon la FAO, c'est 40% de la déforestation. Quand on libère des terres forestières pour en faire des zones agricoles. Mais les meilleurs moyens pour lutter contre la déforestation, c'est souvent lié donc à l'agriculture et aussi au bois de chauffe et la réduction de l'utilisation du bois énergie, comme le soulignait M. Mbaye. Pour limiter l'impact sur la déforestation via l'agriculture, on est tous acteurs. Là, toutes les personnes connectées sont responsables, et moi y compris, hein, d'une partie de la déforestation. Et ça veut dire qu'on a tous les moyens de réduire l'impact sur la déforestation. Et il y a des moyens très très simples. C'est que, alors, si on voyage un peu du Sénégal vers le Brésil, par exemple, en forêt amazonienne, la principale cause de la déforestation, c'est la culture du soja et l'élevage bovin, où là, on brûle des forêts primaires pour y planter du soja. Enfin, d'abord, généralement, pour y mettre de l'élevage bovin, et puis derrière, ça devient la culture de soja. Or, cette viande finit dans nos assiettes, parfois en Europe, où le soja va alimenter les vaches élevées en France et en Europe. Et donc, nous sommes responsables en partie de cette déforestation en Amazonie. Une façon d'agir, c'est soit de réduire sa consommation de viande rouge, notamment, le bœuf en particulier, mais après, bon, le soja est dans pas mal d'alimentation d'animaux en Europe. Et donc, soit de réduire sa consommation de viande, soit de poser la question au boucher, quand on va chez le boucher, en disant comment sont élevées les vaches. Ce sont des questions casse-pieds, hein, pour les bouchers, surtout quand il y a la queue, mais c'est important de le faire, parce que si le boucher ne s'est pas posé la question, eh ben, peut-être qu'au bout de la cinquième client qui lui pose la question, il se renseignera et il agira en conséquence. L'autre façon, et qui vient alimenter peut-être la problématique de M. Baye, c'est qu'en fait, quand vous achetez des produits en bois ou des produits issus du bois, comme le papier, le carton, etc., misez sur les labels.
Ils ne sont pas parfaits, les labels. Ils ne résolvent pas tout. Et je sais qu'en Afrique, il y a encore, malheureusement, des zones qui sont déforestées pour produire du bois qui, malgré tout, est labellisé derrière. Mais c'est quand même un outil imparfait, mais un outil de lutte contre la déforestation. Le bois illégal, la coupe de bois illégale, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe environnementale et sociale, comme l'a souligné M. Baye au début. Et donc, préférer les produits issus de bois labellisés, FSC, PEFC, allez-y à fond, et privilégier surtout le bois recyclé, le papier recyclé. Le papier recyclé, ça marche très bien, il n'y a plus de bourrage dans les imprimantes, c'est fini tout ça. Allez-y à fond, du papier 100% recyclé. Ça paraît tout bête, hein, mais à l'échelle globale, c'est conséquent en termes d'impact. Et je dirais aussi qu'il y a une troisième façon d'agir, c'est sur la reforestation. C'est qu'à travers des projets de reforestation, de restauration d'écosystèmes via la plantation d'acacia, comme je le soulignais au début, au Sénégal ou ailleurs, on peut restaurer des forêts dégradées, on peut, à travers des projets agroforestiers aussi, lutter contre la déforestation. Parce que quand vous plantez, par exemple, un petit bosquet d'eucalyptus, alors pas des grandes surfaces monospécifiques, surtout pas, mais quand vous plantez des acacias, un peu d'eucalyptus, vous plantez des manguiers, des anacardiers, des citronniers, etc., vous plantez aussi des arbres de coupe, des arbres que les villageois vont pouvoir aller élaguer pour cuire leurs aliments. Et quand ils vont aller couper les branches de l'eucalyptus qui est à proximité de leur maison ou de leur champ, eh ben c'est autant d'arbres qu'ils ne vont pas couper dans les forêts primaires d'à côté. Et ça répond à une problématique sociale parce que vous réduisez la distance entre l'arbre et le lieu de cuisson du repas pour la famille, et vous permettez à des arbres dans des forêts primaires ou des forêts plus avancées avec plus de biodiversité de mieux se développer, de survivre et puis d'être moins déforestés. Donc, nous sommes tous des acteurs, qu'on le veuille ou non, des problématiques forestières. C'est un message qui, je pense, est très, très important, qui, personnellement, me touche beaucoup. Personnellement, je suis végétarien, mais, et j'espère que, que de plus en plus de gens seront sensibles à ce message. Je vois que la liste de questions s'accumule et que le temps passe. Donc, ce que je propose, c'est que j'avais une dernière question sur la question de la mobilisation des différents acteurs. Stéphane, vous y avez partiellement répondu. Donc, on peut peut-être la garder pour la fin, si on a le temps. Et en attendant, commencer à répondre à toutes ces questions, parce qu'il ne nous reste que 13 minutes et je ne suis pas sûr qu'on ait le temps. Donc, la première question concerne le pourcentage de la déforestation. C'est-à-dire 80% de la déforestation serait due à l'agriculture et à l'élevage. Si quelqu'un peut confirmer ce chiffre, donc ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir plus tard si vous n'avez pas les chiffres. Moi, j'ai les chiffres de la FAO. Et tout ça est suivi par la même personne d'une question sur la Grande Muraille Verte en Afrique, notamment au Sénégal, dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps. J'ai cru comprendre que le projet avait été relancé. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur ces questions? Oui, effectivement, le projet de la Grande Muraille Verte au Sénégal, c'est une réalité, pour la bonne et simple raison que l'idée a été agitée presque depuis une décennie, mais ça a été réactualisé et ça fait l'objet de la création d'une agence nationale de la Grande Muraille Verte. Et cette agence nationale a été confiée à M. Ali Haïdar, qui fut ministre de l'Environnement et du Développement durable, et qui gère sa structure qui s'appelle Oceanium, qui s'est beaucoup battu pour la préservation de l'environnement. Et à chaque fois, quand même, au niveau des catastrophes, au niveau marin et aquatique en général, M. Haïdar est toujours présent. C'est un farouche défenseur de tout ce qui est mangrove, et aussi il a beaucoup lutté pour la désalinisation des sols, surtout au niveau dans le Sine Saloum, où la remontée du sel fait que à partir de 100
10, 130 km jusqu'à 200 km, comme il a dit Stéphane, on voit que des terres qui sont devenues blanches parce que couvertes de sel. Et ce sel, aujourd'hui, a donné même naissance à la création d'une industrie qui s'appelle les salins du Sine Saloum, où le sel est exporté. Alors donc, je me demande, devant les enjeux économiques et mercantiles de ces structures qui doivent exister et qui existent, qui fait travailler pas mal de personnes, est-ce qu'on va refermer ça pour laisser à la nature le soin de pouvoir faire son travail et qu'il y ait encore ces acacias avec tous ces types qu'il y a en termes de terminologie latine, refaire cette forêt, je pense que ça sera dans le siècle, au niveau du siècle suivant. Alors donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des solutions beaucoup plus concrètes. Et la Grande Muraille Verte, c'est un vœu, mais est-ce que aujourd'hui les pays africains auront la possibilité, au point de vue pouvoir politique, de pouvoir décocher les fonds qu'il faut au niveau du fonds vert, au niveau de l'ensemble des fonds climat, environnementaux, etc., pour pouvoir booster cette idée géniale qui pourrait permettre de reverdir toutes nos forêts et nous permettre quand même de nous conformer plus ou moins aux accords et aux traités qui ont été signés au plan international. Et pour revenir à votre question, effectivement, les 80% de déforestation due à l'agriculture, effectivement, c'est le chiffre de la FAO. Et parce que ça se comprend, il y a la démographie qui est galopante. Nous sommes en Afrique surtout restés toujours à une agriculture plus ou moins pas intensive, mais à forte demande de main-d'œuvre. Et forte demande de main-d'œuvre non intensive, la productivité est très basse au mètre carré ou bien au hectare en termes de rendement, d'utilisation abusive des pesticides, etc., pour avoir des rendements pouvant permettre de faire vivre la famille. Si aujourd'hui, il y a 20 ans, nous étions 5 millions d'habitants et qu'aujourd'hui, nous sommes 16 millions d'habitants et que la capitale, Dakar, représente 550 km² sur 201 400 km² de surface. Donc, vous voyez, en termes, comment la population se ruralise, de fait, et comment l'exode rural peut poser problème, c'est qu'il va y avoir même des cas sociaux, développement du banditisme, la promiscuité, la drogue, etc., etc. Je vous dis que, comme il a dit Stéphane, le climat, la forêt peut être un facteur de régulateur social, comme ça peut être un facteur malheureusement qui va créer des déséquilibres au plan social par rapport à une approche mercantile. Très nombreux enjeux liés à la forêt. Personnellement, je ne soupçonnais pas que le social était aussi important. Encore une fois, je garde un œil sur l'heure qui malheureusement est en train de tourner. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous lire les 3 questions. Je crois qu'il y en a 3 qui ont été posées, les 3 dernières questions. Je vais vous demander d'y répondre rapidement. Et après, malheureusement, on va certainement devoir fermer cette conférence. Donc, la première question concerne le modèle alternatif pour la gestion, à proposer pour la gestion des forêts. Vaste sujet. Plus spécifiquement, les modèles de communautés forestières, comme celles qu'on peut voir au Cameroun ou au Congo, et en RDC, et savoir ce qu'il en est au Sénégal. Autre question, savoir comment remédier à la déforestation des forêts tropicales et aux feux de tourbière en Indonésie, par exemple, et savoir si une reforestation de ce territoire pourrait suffire. Et enfin, la dernière question est une annonce, donc ça nous laisse un petit peu plus de temps. Qui veut commencer par répondre à ces questions ? Stéphane, je ne vous ai pas laissé la parole, donc peut-être que vous voulez enchaîner sur la question précédente.
Alors, sur la question précédente, en fait, à l'échelle, les causes de la déforestation sont différentes suivant les régions dont on adresse. Et si on prend l'échelle globale, j'ai les chiffres de la FAO sous les yeux. L'agriculture commerciale à grande échelle, c'est-à-dire l'élevage de bétail, la culture soja et le palmier à huile, c'est 40% de la déforestation mondiale. 40. Il y a 33% de la déforestation imputable à l'agriculture vivrière. Donc on voit bien que là, on est à 73% sur l'agriculture globale, qu'elle soit industrielle ou vivrière. Et après, on a 10% pour l'expansion urbaine, 10% pour les infrastructures d'équipement, voilà, etc., etc. Donc oui, l'agriculture pèse très, très lourd. Je voulais juste réagir par rapport à la muraille verte. Je ne sais pas si vous avez entendu cette annonce lors du One Planet Summit il y a quelques jours, où il y a eu une annonce faite pour libérer des fonds à hauteur de 14 milliards d'euros pour relancer la Grande Muraille verte. Alors pour l'instant, c'est au stade de l'annonce. Il y a des groupes de travail qui ont été montés et dont on fait partie chez Reforest Action pour pouvoir mettre en œuvre cette Grande Muraille verte. Et avec l'immense difficulté qu'il y a des pays comme le Sénégal où on sait intervenir, où il y a des infrastructures, il y a une volonté politique, il y a une sécurité mise en œuvre, mais il y a des tas de pays de la bande sahélienne qui sont très difficiles d'accès parce que finalement, dans des zones rouges d'un point de vue diplomatique, où la sécurité même des intervenants est en jeu. Donc voilà, ce sont les sujets qui avancent. J'essaie de balayer les questions rapidement. Je crois beaucoup, voire même énormément, au modèle de gestion communautaire des forêts. Moi, j'ai appris un truc avec le recul chez 10 ans de reforestation, c'est qu'on n'est jamais aussi pertinent dans l'action que quand on s'appuie sur les communautés locales, que quand on fait confiance aux personnes qui vivent sur le terrain, qui ont cette intimité avec leur forêt, et quand on vient leur apporter un appui technique, financier, scientifique, etc., mais qu'elles gèrent leur forêt pour répondre à leurs besoins avant tout. Et alors évidemment, après, il y a des massifs qui sont plus ou moins grands, il y a des problématiques d'exportation, etc. Donc le modèle communautaire ne répond pas à tout, mais c'est un modèle sur lequel on devrait plus s'appuyer, de mon point de vue. En tout cas, c'est le modèle que Reforest Action promeut pour agir dans les 30 pays où on intervient aujourd'hui. Et pour ce qui est des forêts tropicales, et notamment les feux de tourbière en Indonésie, l'Indonésie, le fléau là-bas, c'est l'huile de palme. On brûle des forêts primaires, dans les tourbières en particulier, ce qui est une catastrophe environnementale parce que les tourbières sont des puits de carbone incroyables. Et donc, on va déforester pour planter de l'huile de palme. Or, le palmier à l'huile, c'est une plante, ce n'est pas un arbre. Et puis, de toute façon, quand on plante que du palmier à l'huile, ben, on se retrouve avec des champs monospécifiques de palmiers par opposition à une forêt primaire si riche en biodiversité et en carbone stocké, notamment dans les sols. Du coup, là, l'enjeu, eh bien, c'est un peu ce que je citais tout à l'heure, mais quand j'étais au Brésil, on peut appliquer exactement la même chose en Indonésie, sauf que c'est de l'huile de palme. Eh bien, l'huile de palme, c'est où? C'est dans nos moteurs, hein, c'est dans les carburants. Aujourd'hui, quand vous prenez des biocarburants, il y a souvent de l'huile de palme dedans. Et c'est dans notre alimentation. Regardez de quoi sont faits vos produits transformés notamment. Il y a de l'huile de palme. Privilégiez les produits qui n'en utilisent pas, s'il vous plaît. Et vous aurez un impact direct de la lutte contre la déforestation. Je voudrais rajouter un dernier point, moi, parce que avant de devoir conclure, on a tous un rôle, ça, je crois que je l'ai suffisamment dit, mais je crois que aussi les institutions politiques ont un rôle. Et Monsieur Mbaye, enfin, merci pour votre engagement sur ces sujets environnementaux. C'est merveilleux de voir l'engagement politique. Moi, je crois beaucoup à une complémentarité des actions citoyennes, à travers notamment toutes les grèves qu'on a pu voir, à travers des actions de consommation que j'ai soulignées tout au long de mon intervention. Vous savez que moi, j'ai vu le monde basculer en 2019 avec les grèves pour le climat. Ça a tout changé dans
la prise de conscience des entreprises avec lesquelles on travaille, des citoyens qui se sont intéressés à la question des forêts et du climat, mais aussi les politiques, leur principal rôle, à mon avis, c'est la contrainte. C'est la contrainte, c'est pas la négociation. On n'est pas là pour négocier, on est là pour empêcher, je crois, quand on est un politique aujourd'hui, c'est de dire non à la déforestation illégale, non à des produits issus de forêts déboisées, déforestées, etc., etc. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre, la forêt n'a pas le temps d'attendre, et nous, surtout, la forêt s'en remettra à elle toujours. Et donc, il faut passer par la contrainte réglementaire, c'est ma grande conviction quand on est un politique. Après, quand on est un citoyen, c'est d'agir en cohérence avec ses convictions. Merci de votre participation. Je voudrais juste terminer par un petit mot qui est une citation de l'ancien ministre de l'Environnement du Costa Rica, M. Rodriguez, qui est aujourd'hui le directeur de l'environnement et à qui il lui a dit qu'elle espérait un jour que des scientifiques allaient inventer une machine qui permettait d'absorber le CO2 qu'on a dans l'atmosphère et de réparer la question du changement climatique. Et sa réponse, c'est une anecdote qu'il a répétée plusieurs fois, sa réponse, ça a été que cette machine existe déjà et que c'est un arbre. Je trouve que c'est une très belle phrase. Et je voulais terminer cette conférence sur ce petit mot. Donc, je vous remercie encore une fois de votre participation. J'espère qu'on pourra continuer cette conversation et je vous souhaite une bonne après-midi en vous souhaitant de rester en bonne santé et je vous souhaite également un bon week-end. Merci. Merci beaucoup.